Bon bah bonjour à tous et à toutes. Il est midi, c'est le moment qu'on attend tous normalement pour aller manger. Bah non, vous allez vous faire un peu sur le traumatisme. Alors rassurez-vous, je vais essayer de faire comme Courrèges, quand il a réinventé la mini-jupe, suffisamment court pour attirer votre attention et suffisamment long pour couvrir le sujet jusqu'au bout. Trois petites choses pour démarrer. La première, je propose à tous ceux qui ont la vessie fragile ou semi-pleine d'y aller maintenant, comme ça on va éviter les allers-retours. Il n'y a pas de souci. Au moins, quand on fera les trucs, ça sera cool, on pourra même fermer la porte. On va attendre que tout le monde soit là. Le temps que les... C'est quand même une super suggestion pour aller aux toilettes, ça. Je précise qu'en cas d'envie très rapide, j'ai des tricots. Vous rigolez, mais si on a le temps pour des anecdotes, ce midi ou à un autre moment, je vous raconterai que il n'y a pas longtemps, il y a eu du vomi là-dedans. Ah, c'est cool, ouais, c'est cool. Ouais, le plus grand, parce que c'était... C'est une belle suggestion. Non, il n'y a pas de suggestion. Non, mais c'est intéressant, je ne travaille pas en suggestion. Pendant que tout le monde arrive comme ça, que les vidanges se font, est-ce qu'il y a des éléments très particuliers, des attentes particulières, des demandes particulières? Non? Ok. Juste, Richard, est-ce que tu pourrais définir pour tout le monde l'inothérapie? Voilà. Ouais. Déjà, juste, bien sûr. L'idée générale, pour moi, ça va être de... laisse ouvert, parce que comme j'ai... Ouais, j'ai ça pas mon micro. Voilà. Ça va mieux? L'idée générale, ça va être... moins de 15 minutes d'un petit blabla, comme ça, c'est quoi, c'est comment. Vous avez une petite idée de ce que c'est que l'inothérapie. Et on va essayer d'expérimenter quelque chose tous ensemble. On va essayer, c'est-à-dire que, vous faites de votre mieux, ceux qui veulent, d'accord, tous ensemble. Et puis, il y aura peut-être des questions-réponses derrière. Et puis, dans un deuxième temps, s'il y a une personne qui se sent d'être là, devant tout le monde, parler d'un traumatisme, avec tout le respect qu'on lui devra, eh ben, je proposerai de le faire. Enfin, on va avoir en fonction de... Ok? Super. Deux petites choses avant de commencer. La première, je remercie les organisateurs, Pank et Brice, et en particulier Brice pour moi d'être ici, ça me fait plaisir, c'est la deuxième année de suite, donc un grand merci. Et puis la deuxième, vous voyez, je vais un peu à trembler, et je voudrais dédier cette séance à cette animation, cet atelier, à que vous connaissez peut-être si vous êtes dans le milieu sportif, mais ce matin ici, on parlait de sport. Il est décédé il y a quelques semaines. Il était de mon village, il était un ami de la famille, il fait quelque chose, donc je lui dédie ça. Ah, ça plombe l'ambiance. Et vous voyez, ce que je vous ai dit est totalement vrai. Et en même temps, je voulais que vous sentiez du doigt un élément. C'est que tout à l'heure, je parle de courage et les gens rigolent. Maintenant, je parle de la mort. Ça change complètement. En plus, moi, j'ai 2 francs. Tout ça pour vous dire que le corps est extrêmement sensible au changement d'ambiance. Et c'est intéressant de le ressentir. D'accord? Et quand on parle de la mort, bon, bah pas du tout. S'il fallait définir ce que c'est que l'inothérapie en un seul mot, ce serait ça. Accueillir sa vulnérabilité. Et nous sommes tous, de façon ontologique, vulnérables. Nous allons tous connaître la mort. Ici, en venant ici, vous êtes vulnérable au fait que les calculs de l'architecte sont peut-être bons, hein, mais peut-être pas. Voilà. C'est exactement ça. Accueillir sa vulnérabilité, ça veut dire pour nous plusieurs choses. Regarder les choses comme elles sont. Je vais mourir. Ouais. D'ailleurs, c'est marrant au cabinet,
Vous parlez de sexualité aux gens, moi je m'attendais à ce que tout le monde n'en parle pas. On parlera des grabouillis, des soucis de libido. Tout le monde en parle. 15 ans, 77 ans. Vous parlez un peu de la mort, et il y a une personne sur deux qui ne veut pas trop parler de ça. Alors que tout le monde n'a pas de sexualité, mais tout le monde a mon Bref. Ce que j'aimerais juste vous faire ressentir ici, c'est qu'on va essayer ce matin, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est quand même sympa, de sortir de postulats. D'accord? Notre vie est régie par des postulats, des présupposés, des espèces de vérités qu'on a du mal en fait à réinterroger. On parle de conscience. Cool. Tous les jours j'entends parler de conscience. Elle est où la conscience? De supraconscient, de subconscient, d'inconscient. Mais c'est où? Si vous lisez le bouquin d'Eben Alexander sur les phénomènes de mort imminente, puis qu'en plus, c'est un médecin de Harvard, un neurochirurgien, il vous dit la conscience, elle est forcément en dehors du corps, en dehors du cerveau. Ok, j'en sais rien. Par contre, si vous me dites où est le coude, ça, je peux vous dire. Voilà. Et c'est vachement intéressant. Ce matin, je vous propose pendant un moment de sortir des postulats. D'accord? Un des premiers postulats que j'entends quasiment tout le temps en cabinet, c'est c'est dans la tête. Okay. Il y a 2-3 questions sur le sommeil, ça va. La nourriture, je suis anorexique ou je suis boulimique, et la libido, la peau, eczéma, psoriasis, les acouphènes, les douleurs, oh là là. Je ne suis pas médecin, hein, mais c'est dans le corps tout ça. Et quand on regarde bien, la souffrance, pour nous en immunothérapie, elle est d'abord et avant tout incarnée. Incarnée. D'accord? Et ça, c'est vachement intéressant. Ah ouais? Et toute l'immunothérapie, en fait, c'est un rapport entre le corps et l'esprit. Ça s'inscrit dans différents courants. Il y a du courant zen, il y a des neurosciences. Il y a François Roustan qui disait cette phrase que je reprends souvent. Le psychisme, ça n'existe pas. Alors c'est un peu provoque, hein, mais c'est vraiment l'idée que le psychisme sans corps et le corps sans environnement, ça n'existe pas. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on va voir ce matin. Redescendre dans le corps, regarder qui nous sommes d'abord et avant tout, des Homo sapiens. Alors je fais une très très bonne remarque, j'allais la faire, mais vous me permettez de la faire avant. Je me la pétais grave. Il y a quelques mois, j'ai marché dans la Vézère, ce qu'on appelle la vallée de l'Homme, et donc j'ai vu pas mal de gens qui sont spécialistes en paléontologie et tout ça, qui m'ont dit on ne dit plus Homo sapiens sapiens, on dit Homo sapiens. Donc je me la pète grave encore, c'est Homo sapiens. J'ai appris aussi un truc intéressant, c'est qu'il y a moins de 5 ans, on a découvert des restes d'un Homo sapiens au Maroc, datés, redatés, surdatés, on a vérifié 20 fois, 300 000 ans. Il y a 300 000 ans, on était déjà des Homo sapiens. Or, entre moins 300 000 et moins 5 000, si on regarde Nice, l'environnement n'a pas changé. Mais entre moins 5 000 et aujourd'hui, vache, ça a vachement changé. Et pourtant, la façon dont notre corps fonctionne, système afférent, sensitif, système efférent, ça redescend, souvent, c'est la même chose. Hein. On n'a pas bougé. Et ça, c'est hyper intéressant. Il n'y a pas un bruit. C'est hyper intéressant parce que ça signifie que notre corps, c'est le même depuis 300 000 ans, alors que notre environnement s'est totalement modifié. Waouh! Ça m'interpelle. Hein. Parce que moi, je suis quelqu'un qui, en général, pose son cerveau et essaie d'observer. J'adore cette phrase de Krishnamurti, ceux qui un jour dans mon cabinet la verront. Observer sans juger est l'une des formes les plus élevées de l'intelligence humaine. J'adore. Donc, qu'est-ce que j'observe, moi? On est des Homo sapiens, ok. On souffre globalement de cancer, d'ulcères, de surpoids, de sommeil, de tous ces trucs-là. C'est impressionnant. Et je regarde les animaux. On va prendre par exemple la forêt. La forêt. Au crépuscule, le soir, il y a un regain de vie dans les animaux. Ce qui est d'ailleurs pareil, je crois, sous la mer. Et puis quand la nuit tombe, les animaux, ils dorment. Je parle des animaux vivants. Sauf ceux qui craignent la présence d'un prédateur. Leur cerveau veille. Leur cerveau est en état de vigilance ou d'hypervigilance. C'est intéressant de s'interroger si le parallèle avec l'Homo sapiens qui ne dort pas le soir, ce ne serait pas un cerveau en état de vigilance. D'accord? Très intéressant parce que pour les biologistes, pourquoi est-ce qu'on a un cerveau? Quelle est la fonction principale de notre cerveau? La production. La pérennité de l'espèce. Vous donner du sens.
La survie, La réflexion, la survie. c'est manger, c'est se reproduire. Alors c'est pas de moi, hein, mais moi je répète, ça me plaît bien, j'ai pris... c'est nous maintenir en vie. D'accord? Et dans nous maintenir en vie, il va y avoir effectivement la reproduction de l'espèce, etc. Mais nous maintenir en vie. Et pour ces mêmes biologistes ou ces médecins évolutifs, la vascularisation du cerveau qu'on a vu entre l'homo habilis, l'homo faber, l'homo erectus, etc. et le développement de la voie crânienne, ça serait justement la réflexion. La réflexion étant pour la vie, pour nous permettre de vivre plus longtemps. Développer des stratégies de chasse pour sécuriser de la nourriture, faire attention aux prédateurs, etc. C'est intéressant quand même de se souvenir que mon cerveau il est là pour nous maintenir en vie. D'accord? Parce qu'il y a deux conséquences. La première, c'est à l'intérieur, vérifier que tous mes récepteurs fonctionnent bien. D'accord? La digestion, plein de points. Et à l'extérieur, mon environnement il est sécurisé. Vous remarquerez que les personnes dites sensibles ou hypersensibles sont en fait simplement des gens qui ont souvent très très peur. Voilà. Vous parlez à un ancien hypersensible. Bravo. Non, il n'y a pas de bravo du tout, justement, j'ai rien fait. On va revenir. Voilà. Je parlais des animaux dans la forêt, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'aime bien parler des animaux dans la savane, parce que là, il y a vraiment encore un côté super naturel. D'accord? On va se prendre quoi? Le zèbre, l'antilope ou la gazelle? Qu'est-ce qui vous va? La gazelle. La gazelle, allez, la gazelle. Vous imaginez une gazelle tranquille, elle broute. Et puis, dans le lointain, il y a un prédateur qui arrive. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme prédateur? La lionne. Hein? La lionne. La lionne. Allez, très très bien, une lionne. Super. Donc la lionne attaque, d'accord? La gazelle se rend compte, elle court. Elle court. Donc, vous imaginez ça comme vous voulez. Tu fais bien la gazelle. Ah, mais je me suis entraîné. Hein. Qu'est-ce qu'on va apercevoir? Pas tout le temps, mais très souvent. Au niveau de la gazelle, si on la regarde, hein, on a posé notre cerveau, on regarde la gazelle. Qu'est-ce qui nous frappe? Qu'est-ce qu'on voit? Elle a peur. Ça, on ne le voit pas, c'est une interprétation. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on observe? Son œil. Elle a des petits moments d'arrêt avec les oreilles. Non, non, elle ne s'arrête pas. Elle court, elle est comme ça. Elle D'accord, court vite. Cours en zigzag. Court en zigzag, ouais, c'est tout à fait juste, mais qu'est-ce qui va nous marquer d'un coup? Elle est tendue. Sa rapidité. Elle court vite. Elle est tendue. Alors, je vais vous donner un certain nombre de documentaires à regarder. Elle défèque. Ah oui. Ah oui. Bah oui. Oui, elle a peur. Voilà. C'est normal. Pour faire très simple, très souvent, ça coule. C'est vachement intéressant, hein. Souvenez-vous de cette expression magnifiquement poétique de l'homo sapiens, se chier dessus. C'est une question que je pose souvent, d'accord, au niveau de ce qu'on appelle nous les grabouillis. Ce qu'on appelle des grabouillis, c'est des manifestations du système nerveux autonome. Un grabouillis, c'est un problème de sommeil. Un grabouillis, c'est un problème de poids. Un grabouillis, c'est... tiens, le poids, je pourrais en parler, tiens. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas dans la nature de grosses biches, de gros aigles, de gros crocodiles. Ça n'existe pas, les animaux en surpoids. Il n'y a pas de compulsion. Non, ça c'est une interprétation de mon compulsion. Moi, j'ai posé mon cerveau, ça n'existe pas. Il n'y a même pas de gros thons, il n'y a que des thons. Il n'y a pas de baleines, c'est toutes les mêmes. Non, mais c'est objectivement. D'accord? Par contre, des animaux domestiques, vous allez trouver des grosses vaches, des gros chiens, voilà. Simple observation. D'accord? J'en reviens à ma gazelle. Donc elle s'est allégée d'un point de vue évolutif, on pense qu'elle s'est allégée. C'est ce qu'on appelle le pipi de la peur aussi. Tout à fait. On estime, c'est pas de moi tout ça, hein. Moi je reprends à droite à gauche, je vous dis, je lis un peu, j'observe beaucoup. J'ai pas trop de cerveau. On observe que quand il y a de la peur, c'est peut-être malin d'un point de vue animalier d'être léger pour courir plus vite. Voilà. Et nous on interprète ça un peu en ionothérapie comme la peur niveau 1. On y reviendra. Crispation des fasciales, constipation. Niveau 2, ça coule. C'est pas forcément ça coule mou, hein. Ça peut être changement d'ambiance un peu. C'est pas forcément ça coule mou, ça peut être tout simplement je vais à la selle plus d'une fois par jour. La norme chez l'homo sapiens, c'est une fois. Voilà. Fin de parenthèse. Donc notre gazelle, elle s'est allégée, le lion arrive, la lionne. Et là, elle glisse sur le manche. Là où elle se prend un baobab dans la gueule. Boum. Vous imaginez un truc, d'accord? La gazelle se retourne. Elle est en sécurité. Elle se pose. Zoom de la caméra. On regarde la gazelle, on a posé le cerveau. Qu'est-ce qu'on voit?
Elle se secoue, c'est faux et c'est juste. Elle se lèche, ça c'est des horaires. Elle tremble. Oui, elle tremble. Voilà. Parce que dans le elle se secoue, il y a l'idée que je contrôle. Il y a l'idée que je fais quelque chose. D'accord? Elle tremble, ce serait plutôt en fait même son corps tremble. Et c'est vachement intéressant. Parce qu'elle ne fait rien. Elle se laisse trembler. On va laisser la gazelle là, on revient à l'être humain. L'Homo sapiens, donc, vous avez remarqué, comme il a un cerveau qui est là pour le maintenir en vie, eh ben, il y a deux grands phénomènes, un qui est connu, un qui l'est moins. Ce qui est connu, c'est la mémoire. D'accord? Quand il y a des moments qui nous ont un peu marqués, on a une mémoire. Et quand on regarde la mémoire, en fait, ce ne sont que des sens. Juste une question pour revenir à la savane. Pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère? Alors, on va y revenir. On va y revenir. Il est fort. Hein. On va y revenir. Il touche les royalties, non? Oui, bien sûr. C'était prévu comme. Ouais, c'est comme avec le magicien, il n'y a rien de magique. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc l'Homo sapiens, il garde des choses en mémoire. Et quand vous regardez bien la mémoire, ce n'est que des sens. Je me souviens d'un lieu, visuel, parfois de paroles. Un style qui m'a dit vous ne ferez jamais rien, Richard, comme ça. Des trucs olfactifs, hein, la fameuse Madeleine de Proust. Surtout quand on fait vraiment attention, l'ambiance. Je vous ai montré tout à l'heure un petit peu des changements d'ambiance, d'accord? Si vous avez fait le test, moi je l'ai fait 3 fois au hasard, les gens ne se sont pas rendus compte, qui étaient venus l'année dernière, qui sont revenus cette année, je leur ai dit pourquoi vous êtes revenus à la convention d'hypnose? J'aime bien l'ambiance. On ne va pas dire, j'ai bien aimé l'intervention du 2e jour, la 3e, notamment au niveau de la demi-heure, entre 30 et 35 minutes. L'ambiance. C'était bien le mariage, il y avait une super ambiance. Voilà. Vous êtes déjà arrivé dans un endroit, vous connaissez les gens, vous connaissez une réunion de boulot, comme ça. Oula, il y a une ambiance qui n'a pas. Notre conviction profonde à nous, c'est qu'au niveau de la peau, juste sous la peau, au niveau des tissus conjonctifs, plus précisément au niveau des fascias, il y a des tas de récepteurs. D'accord? On va y revenir. Donc, je disais que l'Homo sapiens, quand il a des tensions comme ça, notamment des peurs, la mémoire se déclenche, mais il y a un autre phénomène qui se déclenche. D'accord? Quelque chose se fige, quelque chose s'engramme dans son corps, dans ces fameux tissus conjonctifs qu'on appelle les fascias. À ma connaissance, parce que moi je ne suis pas un roi des neurosciences, il y en a plein qui sont meilleurs que moi ici, c'est pas prouvé à 100%, mais on s'en rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ces fascias, pour faire très simple, ce sont des membranes qui sont toutes reliées entre elles, elles sont juste sous la peau, elles sont autour des... Alors, selon certains ostéopathes, les os sont des fascias. Bon, moi je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas on va dire que sous la peau, autour des muscles, autour des nerfs, partout, il y a ces membranes qui sont constituées d'abord et avant tout d'eau et de collagène. D'accord? Et tout, il faut voir le corps humain comme, certes, un squelette, des muscles, des organes, mais beaucoup de fascias qui permettent notamment de voir la posture. Là-dedans seraient très certainement des récepteurs d'ambiance passée, de peur passée, ou de culpabilité, parce qu'on estime en héliothérapie, il y a plein de travaux, que ce sont les 3 tensions clés qui nous, en tant qu'être humain, génèrent du mal-être. Les tensions de peur, les tensions de culpabilité et les tensions liées aux ambiances. Et que quelque part, certains éléments restent en nous. Nous bloquent au sens premier du terme. Et donc à chaque fois que je vois quelque chose, ou que j'entends quelque chose, ou que je sens quelque chose, quand les récepteurs qui fonctionnent montent au cerveau, c'est teinté de quelque chose qui est lié à mon historique. Voilà. Et donc pour nous, ça ne sert pas toujours à beaucoup de choses de parler, d'expliquer, de conscientiser, puisque de toute façon en moi, il y a des traces de tension. Des traces de tension aussi. Donc l'idée de l'hypnothérapie, c'est de redevenir zèbre ou gazelle. C'est-à-dire de laisser faire ce qu'on appelle, nous, l'intelligence du corps, qui est capable naturellement de faire ce qu'il a à faire. Parce que comme le disait le docteur Brice Lemaire, c'est pas de moi, hein, mais les zèbres, ils n'ont pas d'ulcère, ils n'ont pas de cancer, ils n'ont pas de diabète, des animaux sauvages, globalement. C'est vachement intéressant. Ils se laissent faire. Voilà. Le corps s'adapte. Il retrouve une élasticité naturelle, une hydratation naturelle dans les fascias, et quelque chose est souple.
plus c'est souple, plus pour l'hypnothérapie, on considère que la personne est libre. Plus il y a de liberté, plus je suis moi-même. Plus je suis proche de la réalité. Dès que vous entendez des gens qui vous disent « j'aimerais bien être ceci, il faudrait que je sois cela », qu'est-ce que les gens vont penser? Je ne suis pas dans la liberté. Je suis dans une espèce de projection, je ne suis pas là, maintenant. La liberté, c'est je suis comme ça, quoi. J'ai failli me faire bouffer, maintenant c'est fini, c'est fini. La gazelle, dans mon exemple, si le lendemain elle retrouve la même lionne, ou une panthère, ou le mois d'après un guépard, on va pas tous les dire, hein. Elle est libre, elle va savoir s'adapter. Elle s'adapte. Alors que vous, que moi, il y a des moments, hier soir je dormais pas. Hein. Avant-hier soir je dormais pas, une semaine je dormais pas, ce soir je commence à pas dormir, et putain, ça recommence. Je rentre le soir, il n'y a pas qu'un biscuit, non, je ne veux pas. Et c'est reparti, j'ai mangé un biscuit, je me suis tapé tout le paquet, etc. C'est l'idée qu'il y a un blocage. Donc toute l'idée de l'hypnothérapie, c'est remettre le corps en mouvement. C'est laisser l'intelligence du corps fonctionner. J'aime pas trop le terme de lâcher prise. Moi, je fais de la montagne, et on m'a toujours expliqué, si tu lâches une prise, ça va mal se passer pour toi. D'accord ? Et quand ma prise, ça s'appelle mon conjoint, ou mon boulot, ou mes bons amis, je lui propose de les garder. Je préfère le terme de lâcher le contrôle et laisser faire. Il y a plein d'exemples que je pourrais vous donner. Mais je vais vous proposer, après cette petite introduction, qu'on teste un truc. D'accord ? Sur un traumatisme. D'accord ? Toujours où on vit. D'accord ? La spécificité du traumatisme, pour nous, alors je n'ai pas dit, j'aurais dû vous le dire en introduction, mais tout ce que je vous dis là, je n'ai pas la vérité. Hein, et je suis totalement convaincu que je n'ai pas la vérité. Ceux qui savent, ceux qui ont la vérité, mieux que les autres, ça se passe comme ça, moi ils me font rire. D'accord ? Donc tout ce que je vous dis là, c'est pour gagner du temps, pour aller un peu plus vite, hein, mais je sais très très bien qu'on pourrait remettre en cause plein d'éléments. Donc, la spécificité du traumatisme pour nous, c'est qu'elle est précédée d'une forme de sidération. Une sidération, c'est-à-dire à un moment donné, un arrêt de la pensée. Ça disjoncte. Et quand ça disjoncte, comment je pourrais dire ça simplement, le fait que le système afférent et efférent, donc sensitif et moteur, fonctionne tout le temps, il est bloqué. Il n'y a qu'un système qui monte, mais là-haut, ça n'a plus rien. Autrement dit, la tension, elle s'engrave. D'accord ? Donc si c'est à un moment donné, avec une ambiance tendue, une ambiance qui peut faire penser à la mort, ça rentre en moi et les traces de tension sont plus profondes. Si ça dure très longtemps, c'est encore plus profond. D'accord ? Pour nous, le choc émotionnel, ça vient dans un deuxième temps où il y a une perturbation de l'efférence quand ça redescend. Mon comportement, c'est n'importe quoi. Et de toute façon, si je me suis fait comprendre un minimum, vous avez compris que je ne suis pas mon comportement. En hypnothérapie, on considère vraiment que mon comportement, c'est la conséquence de mon cerveau. Tout ce qui est efférent, c'est lui qui fait. Donc je ne suis pas addict à ceci, etc. Je suis victime d'un cerveau. Je suis victime de mon addiction. Je suis victime de mes douleurs. Mais c'est pas moi. Et beaucoup de gens confondent qui ils sont vraiment et ce qu'ils font. Et moi, c'est vachement important de le dire. Voilà. Et de ce point de vue-là, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si j'ai un cancer, si j'ai une maladie auto-immune, si j'ai toujours mal là, etc., eh bien, pour moi, c'est positif. Ça signifie quelque part que, on en reviendra peut-être dans un deuxième temps, mon corps il est en train de réagir, il est en train de me dire quelque chose. C'est une illustration. Ce qui change pas mal de choses quand même. Merci mon corps. Alors c'est pas facile de dire merci mon corps quand on a une maladie. Hein. Mais si on le voit comme ça, c'est une réaction, un peu comme la fièvre. Mon corps fait monter la fièvre quand il se sent en danger par rapport à un virus, bactéries, etc. Ben, mon corps se sent en danger, il réagit. De façon logique ou de façon analogique. On en parlera un petit peu après. Ça veut dire aussi que quand j'ai dit sidération qui précède un traumatisme, s'il y a des ambiances négatives, dangereuses, etc., va naître un traumatisme. Ça veut dire aussi que derrière une sidération, il peut y avoir des choses extrêmement positives. C'est plus rare, on en parle moins. On en parlera quand même un peu à la fin. Ça vous va? Vous avez compris un tout petit peu? Okay. Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est une petite expérience pour ceux qui veulent, d'accord, liée à un traumatisme et avec l'idée de se laisser faire. Ok?
C'est-à-dire, je vais vous proposer, dans un premier temps, de penser à un événement traumatique pour vous, c'est pour vous, d'accord? Si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas, d'accord? Ce que j'appelle un événement traumatique, ça va être quelque chose auquel vous pensez souvent, qui est anxiogène, d'accord? C'est pas un acte, une pensée où vous pourriez avoir de la culpabilité, ok? Donc c'est vraiment un événement, là, pour la vie, c'est, ok, je sais ce que c'est, d'accord? Toute l'idée de ce qu'on va faire, ça va être de ne pas penser, de ne pas visualiser. On n'est pas encore parti, hein, qui sont déjà fermés les yeux. L'idée, ça va être de ne pas visualiser, de ne pas penser, de ne pas chercher à simplement rentrer dans sa sensorialité. Revenir au fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, ou je ne l'ai peut-être pas bien dit, j'en sais rien, que nous sommes d'abord et avant tout des capteurs sensoriels, des récepteurs. En fait, mon cerveau, c'est un traducteur. Et il va traduire beaucoup de choses en fonction de son histoire. Quelque part, d'ailleurs, ce que j'appelle une sidération, c'est quoi? C'est un arrêt d'un continuum. D'accord? Si je dis bonjour, et puis que je lève la main, hop, comme ça, comme une rupture de pattern, ça crée une petite sidération. Voilà. Donc, vous allez penser à ça. Si jamais, pendant ce qu'on fait, eh bien, vous avez une pensée qui revient, un truc, c'est pas grave, cool. On redescend dans le corps, on essaie de ressentir si j'ai un pied lourd, d'où je respire sans rien faire, etc. etc. Ok? Il y a des tas de gens qui vont sentir des trucs, des gens qui vont rien sentir, pas forcément facile. D'accord? L'hypnothérapie, c'est très simple, mais c'est pas forcément facile. Des questions? Non? Bon, je vous propose de prendre un petit peu de place les uns par rapport aux autres. On y va? Bon, c'est une petite introduction classique. En hypnothérapie, de façon générale, l'idée de l'induction, c'est simplement diminuer la prééminence du cerveau. D'accord? Donc il y a des gens qui parlent facilement, d'autres moins facilement. Vous êtes toujours conscient de tout. L'idéal, c'est d'avoir cet esprit de curiosité, cet esprit d'observateur de moi-même. Tiens, est-ce que ça fait un peu chaud? Est-ce que ça fait un peu froid? Est-ce que ça fourmille? Est-ce que j'ai quelque chose qui se passe? Voilà. Est-ce que ça circule dans mes tissus conjonctifs? Est-ce qu'il y a un mouvement qui se reprend? C'est aussi simple que ça. Ok? Donc, vous n'attendez pas à du spectaculaire, vous ressentez. Alors, je vais vous proposer de regarder un point un peu au-dessus de moi, histoire de me voir en vision périphérique. D'accord? Est-ce que tout le monde me voit en vision périphérique? Non? Non? Essayez de bouger comme ça. C'est bon? C'est ok? Nickel. Alors je vais vous proposer dans un premier temps de vous déposer sur le fauteuil et de fixer le point devant vous. Voilà, vous ressentez le corps qui pèse. Tout en regardant ce point, tout doucement, vous allez faire comme moi, vous allez lever doucement la main. Je vais vous demander de ressentir ce qu'il y a à ressentir lorsque la main droite se lève. Voilà, et puis la main droite redescend. Prenez votre temps, vous ressentez simplement. Vous allez faire la même chose avec la main gauche. Sentir les différences, les similarités entre les sensations de la main droite et les sensations de la main gauche.
mains sont maintenant sur la cuisse. Et les deux mains vont monter ensemble. Vous laissez les deux mains monter ensemble. Il va y avoir un léger pivot qui va se faire au niveau du poignet, ce qui fait que la paume de la main droite va se retrouver ensemble, en face de la paume de la main. Vous allez tout doucement, vous ressentez. Pour le moment, c'est vous qui contrôlez, vous maîtrisez, vous ressentez. Puis les deux mains vont se rapprocher. Et là encore, vous observez. Je vais vous proposer d'entrouvrir légèrement la bouche et de laisser peser la langue lourdement. Vous observez ce qui se passe au niveau de la sensation de poser sur le fauteuil. Puis les deux mains reviennent. La main gauche au-dessus de la cuisse gauche, la main droite au-dessus de la cuisse droite. Peut-être que vous pouvez sentir certaines choses déjà en vous, peut-être pas. La main gauche et seulement la main gauche descend. Elle va toucher la cuisse gauche à sa vitesse. Vous pouvez sentir si c'est lourd, si c'est léger, si c'est chaud. Ça va remonter. C'est la même chose avec la main droite qui descend. Et puis qu'un autre. Et là, les deux mains s'immobilisent jusqu'à ce que je compte jusqu'à 3. À 3, il y a 3 seulement, où vous laisserez les choses se faire par elles-mêmes. Peut-être que les mains vont rester là, peut-être qu'elles vont descendre, peut-être qu'elles vont se rapprocher, peut-être qu'elles vont s'éloigner. Vous ne faites rien, vous ressentez. 1, 2 et 3. Faites en sorte de ne pas contrôler, de ne faire aucun mouvement volontaire, d'observer. Et je vous invite à fermer les yeux, on ressent mieux quand on a les yeux fermés. Voilà, vous êtes vulnérable à ce que font ou ne font pas vos mains. À votre corps d'être vulnérable à toutes ces sensations, toutes ces perceptions. Et même à votre corps de se laisser envahir par l'ambiance de la pièce. Vous ne faites rien, vous observez. Toute votre conscience est focalisée sur les sensations, les perceptions, les pensées, les réflexions, on s'en fout, si on a, il y en a, si on n'a pas, c'est pas grave. Si jamais ça arrive, vous redescendez dans le corps. Et je vais demander à votre corps de revenir au moment de l'événement traumatique. Vous ne pensez à rien, vous le laissez faire. De retrouver ce moment de sidération.
agresseur, peut-être quelqu'un qui vous a annoncé une nouvelle. Il est tout à fait possible qu'avec vos neurones miroirs, votre corps se soit imprégné des tensions dégagées par ces personnes. Alors vous ne faites rien. Je demande simplement à votre corps de se relier, et on ne sait pas comment il fait, aux tensions qui ont été dégagées par les personnes tout autour. Voilà, vous laissez faire. Je vous propose même d'être vulnérable à votre propre respiration. Vous ne cherchez pas à contrôler, vous ne cherchez pas à résister, vous laissez le corps faire ce qu'il a à faire. Je vais même demander à votre corps, si jamais il y a des mouvements qui ont été bloqués, empêchés à ce moment-là, de prendre son temps, et s'il en a envie, s'il le désire, de laisser venir ce mouvement qui a été bloqué, empêché. Et vous vous observez de l'intérieur. Vous ne faites rien, vous laissez faire. Et vous laissez venir les tensions, peut-être liées à cette impression que quelque part, ce qui s'est passé, vous êtes pour quelque chose. Encore, vous laissez votre corps résonner d'un mot. Quelque part, c'est de ma faute. Encore. Puis vous observez simplement, en étant vraiment très, très, très vulnérable si vous voulez. Vous observez ce qui se passe lorsque je demande à votre corps de retrouver des traces de tension antérieure, plus profonde, qui se seraient réouvertes à l'occasion de cet événement traumatique. Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a pas.
spiritualité, c'est pas de chercher à comprendre, à analyser, à résoudre. C'est de permettre au corps, peut-être, de laisser les tensions toutes seules se dissoudre. Alors vous laissez votre corps remettre en mouvement, faire ce qu'il a à faire, réharmoniser ce qu'il a à réharmoniser. Vous ne faites rien. Vous observez. Vous ressentez. Vous laissez faire. Laissez votre corps se laisser transformer là, par l'environnement, par la présence des autres, par ses sons. Vous ne faites rien. Et peut-être qu'il remet en marche quelque chose qui s'est bloqué, peut-être pas. Vous vous laissez transformer. Continuer à faire ce qu'il a à faire pendant les heures qui viennent, les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Puis vous allez laisser quelque chose vous ramener là, totalement là, à votre rythme. Ça va? Intéressant. Est-ce que vous avez remarqué, entendu, la réaction principale de vos corps, pas tout le monde, hein, mais de pas mal de gens, il y a 1 minute? Vous avez observé quelque chose? Il y a 1 minute. Ouais. Et 1 minute, il y a plein de gens qui ont fait quelque chose qui est en train de se refaire à l'instant. Bailler. Ouais. Intéressant, le nombre de personnes qui ont baillé. D'accord? Il y en a plein. Pour beaucoup de neuroscientifiques, alors moi je prends. Ça signifie quoi un bâillement? Un changement d'émotion.
Hein? Un changement Dans le d'état. relâche. Moi, c'est pas ce que j'ai lu. Une reconcentration. Ce que j'ai lu, c'était le signal d'un cerveau qui se sentait en sécurité. Et comme il se sent en sécurité, il relâche. Et comme il relâche, il baille. Une baisse de la vigilance. Ce qui explique pourquoi, par exemple, j'ai dormi 8 heures, 10 heures, 12 heures un samedi, un dimanche, je fais que bailler. Je comprends pas, je suis pas fatigué, j'ai fait que dormir. Ben ouais, mais je suis bien. Et parfois, quand il est 4 heures du mat et que je suis crevé, je suis tendu, je baille pas. Je sais pas si c'est vrai, hein, mais c'est marrant parce que tout ce que j'ai dit, c'était pas très cool dans les mots. Mais il y a au moins, je sais pas, je vais pas compter, mais une dizaine de personnes qui ont baillé. Donc le corps exprime peut-être une sensation corporelle de sécurité, alors que les mots n'ont pas été super cool. C'est une observation, hein, et après on peut dire ouais mais c'est pas vrai que ça. Peut-être, je sais pas, je prends plein de choses. Un commentaire, quelque chose sur ce qui s'est passé là? Jamais les bras qui ont bougé comme ça. En même temps, j'ai payé celui d'à côté pour activer. Ouais, encore avant que j'ai touché, putain, et c'est... Et est-ce que tu avais l'impression que c'est toi qui bougeais les bras Ah ou non, que les non, bras c'était bougeaient pas tout moi seuls? qui... ça bougeait tout seul. Ok. Est-ce que tu peux nous alimenter sur justement ce son qu'on entend en rapport avec... Est-ce que je peux Nous alimenter, enfin... vous alimenter? Ouais. Alors alimenter non, parce que je ne peux pas le donner à Alors manger. j'informe, mais c'est pour ça que j'ai corrigé. Ok. derrière. L'idée, c'est que tout est interprétation, en fait. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas un son. En fait, c'est une vibration que un organe de mon corps qui s'appelle le tympan va transformer, d'accord, en son. C'est comme la vue. Hein. La vue, c'est quoi? C'est de la lumière qui, à travers des cônes et des bâtonnets, est transformée en impulsion électrique qui est retransformée. Ce qui veut dire que ce que je vois moi, c'est pas la même chose que ce que vous voyez vous. Ce que j'entends moi, c'est pas ce que vous entendez vous. D'accord? L'idée derrière, c'est que ces vibrations, elles vont impacter différemment vos fascias. Et c'est se laisser transformer. Pour être très très simple, c'est l'image, la pupille. Si je fais rien et que je regarde là, eh ben, mes pupilles, elles vont se rétracter. Et si je mets mes mains comme ça, mes pupilles, elles vont se dilater. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Rien. Sauf que si j'analyse un peu plus, j'ai pas rien fait. J'ai accueilli un changement d'ambiance lumineuse. Et mon corps s'est adapté. Moi, j'ai rien fait, mais j'ai accueilli. D'accord? Si je vais dehors et qu'il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir de la vasodilatation, de la transpiration, etc., etc. Mais je fais rien, moi. Ça se fait tout seul. Ok. Si je vois une très 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 belle femme, on va prendre ma femme, d'accord, et que je suis sensible à sa vue, enfin à ma vue plutôt, ah, elle est belle, à ses oreilles, à mes oreilles, pardon, j'aime bien sa voix, ses caresses. Physiologiquement, il se passe quelque chose, d'accord? Mais il y a plein de gens qui viennent au cabinet pour des soucis d'érection, et ils disent putain, j'arrive pas à bander, bordel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent de la pression. Ils rajoutent de la tension à un corps qui est visiblement tendu. Et moi, souvent, j'aime bien, je leur dis, moi non plus, je bande pas. Ah, vous aussi, vous bandez? Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, je bande mes muscles. C'est volontaire, c'est un muscle. Ça, c'est un corps caverneux, il n'y a rien à faire. Ça se fait tout seul. C'est un afflux de sang. Et c'est pareil pour tout. Ça se fait tout seul. Moi, mon cabinet, je l'ai appelé Elson pour plein de raisons. Il y en a une, c'est cette phrase de Elson Mandela, que j'aime beaucoup, qui dit « Moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » C'est l'idée de la spontanéité. Retrouver cette spontanéité. Je fais les trucs, ça marche, c'est cool. Ça marche pas, j'apprends. C'est un processus d'apprentissage. En hypnothérapie, on considère qu'un défaut du processus d'apprentissage, ça entraîne de la culpabilité. J'aurais dû. Et qu'un défaut dans le système d'adaptation au monde, c'est la peur. Voilà. Donc l'idée, elle est retrouver ce que nous on appelle l'intelligence du corps. En un mot, il y a beaucoup de thérapies qui reposent sur le développement personnel.
Nous, ce qu'on aime bien dire, c'est que l'hypnothérapie, c'est du dépouillement personnel. On dépouille les tensions qui sont venues. Voilà. Et c'est hyper intéressant, hein. Vous faites une expérience en posant le cerveau, vous mettez des enfants ici. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les enfants? Comment? Ils vont taper là-dessus, ils vont toucher partout, ils vont découvrir avec leur sensorialité. Et qu'est-ce que vont dire les adultes? Reste là, touche pas à tout, t'es pénible. C'est le développement de la culpabilité. Tu es pénible, reste là, blablabla. Et c'est les tensions qui vont venir. C'est l'idée que si je fais des trucs naturellement, spontanément, ça ne va pas le faire. C'est comme ça que nous, on développe ce qu'on appelle le personnage. Et l'idée d'enlever, c'est l'idée de devenir libre. C'est que ça circule dans mes fascias et je suis vraiment moi-même, quoi. Je me rapproche d'une forme de réalité. C'est pour ça que, pour nous, la compréhension, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est marrant, hein, de le toucher du doigt. J'ai une expérience qui est intéressante comme ça. Elle est horrible, mais c'est intéressant. Il y a 2 ans, mars, ouais, grosso modo 2 ans, je rencontre des Ukrainiens. Ok. Hein. Et puis 1 an après, ça fait 1 an qu'ils sont en France, ils me disent, dans leur anglais approximatif, leur français toujours pas terrible, ça fait 12 mois qu'on est en France, tous les premiers mercredis du mois, il y a la sirène. On sait que c'est pour tester au niveau des pompiers que tout va bien, pour être... mais c'est plus fort que nous, on a peur. Tout le monde nous dit, mais il n'est pas peur, stressez pas, c'est comme ça. Et ils n'y peuvent rien. C'est le même principe que celui qui a peur de l'avion, ben, il ne peut rien. Le cerveau sait, mais le corps est comme ça. Dans notre interprétation, il y a des traces de tension qui se sont engrammées. Puis là, en plus, c'était bien du costaud, hein, parce que Et bah, vous faites une séance en hypnothérapie, il en a fallu 2. Je ne comprenais pas pourquoi il en a fallu tant, mais je vous dis, j'ai peut-être une explication après, mais c'est peut-être pas ça. Simplement de laisser le corps s'installer dans... Alors c'était pas facile, en espèce d'anglais ukrainien, avec un accent ukrainien, mais c'est pas grave. Il y a beaucoup de silence. Tu laisses ton corps s'installer dans « j'entends des sirènes d'alarme ». Puis après « j'entends des sirènes là en France ». Laissez les choses sortir. 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 Et comme à la fin d'une séance, cette juin, j'ai quand même posé la question, et après je me suis rendu compte que c'était des gens qui venaient en fait donc autour de Kiev, mais qui 7 ans auparavant venaient du Donbass. Et en fait, c'était des gens qui avaient connu la première partie de 2014, la deuxième. Et c'est hyper intéressant de revenir parfois, de se souvenir qu'un élément traumatique, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, rappelle au corps un événement traumatique qu'il a déjà connu. Dans cet excellent bouquin que je vous recommande, Le corps n'oublie rien, d'accord, qui n'est pas écrit par un gars qui vient d'un petit village du sud-est de la France, hein, c'est un psychiatre. Le mec, il a vendu 3 millions d'exemplaires. Quand vous regardez le bouquin, c'est invitable. Mais il le dit, ça. Il le dit à un moment donné qu'il parle des victimes d'inceste. Au départ, sur cette étude-là, page 200, je pourrais vous lire, page 221. Et après, il va plus loin en disant que ces victimes d'inceste, quand c'est un traumatisme, ça peut en fait se voir pour toutes les victimes de traumatisme. Il y a des changements au niveau des cellules immunitaires. Le ratio CD45-RARO. Vous pouvez expliquer aux gens ce que vous voulez, le changement il est dans le corps. Dans le corps. C'est très intéressant. C'est un psychiatre qui dit ça. Et on va retrouver ce qui était écrit ici, hein, pourquoi les zèbres n'ont pas d'ulcère. Stress aigu à un moment donné, puis après il n'y a plus rien, c'est bon, il laisse le corps faire. On va retrouver ce que dit Peter Levine. Peter Levine, c'est un gars, c'est pareil, docteur en sciences médicales, sciences biologiques, psychologie. Il a travaillé avec la NASA hein, sur le stress. Et grosso modo, il est pareil, il laissait faire. Super intéressant. Ne serait-ce qu'au début, il raconte son histoire personnelle quand il a eu un accident de voiture et qu'il s'est laissé trembler.
Et après, on va choisir des choses un peu plus costauds. Je vous donne des bouquins, parce que l'année dernière, on m'avait demandé des références. D'accord? La révolution épigénétique, c'est très intéressant. Vraiment super intéressant. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que ici, au début du bouquin, vous voyez qu'un élément traumatique vient modifier jusqu'à l'importance de vos cellules immunitaires. D'accord? Donc, c'est intéressant, je ne peux pas faire grand-chose, c'est comme ça. Ouais. Et après, ça peut vouloir dire aussi que finalement, mince, il y a une forme de déterminisme, quoi. Je suis né à 4 ans dans une famille, je me suis fait battre, ou taper dessus, ou violenter, ou simplement l'ambiance à la maison, elle était pourrie, j'ai pris tout ça. Putain, je me retrouve à 20-25 ans, qu'est-ce que je peux faire? C'est dégueulasse de dire ça. Mais c'est quand même la réalité, il y a plein d'autres qui me disent ça. Et c'est vachement intéressant, parce que je vais vous lire juste cette partie-là. La révolution épigénétique. D'accord? Super bouquin aussi. Je vous le lis, parce que j'entends souvent ça, mais qu'est-ce que je peux faire? Je suis bloqué, etc. Il y a une forme de culpabilité. Hein. Je ne peux pas faire autrement, j'emmerde tout le monde, je suis nul. Si ça ne vous parle pas du tout, je rigole. Parce que je pense qu'on a tous en soi une petite partie de mal-être. Pour certains, ça sera 30%, pour d'autres, ça sera 5%, mais on en a tous. Et donc, j'aime bien cette phrase. C'est pas une phrase, c'est cet ensemble-là. Écoutez ça. L'ADN ne scelle pas aveuglement notre destin génétique. Ah, parce que... Nouvelle sensationnelle et pleine de promesses. Nous pouvons en quelque sorte manipuler nos gènes nous-mêmes. Et sur un spectre qui s'avère de plus en plus considérable au fil des recherches. Selon le professeur Rudolf I. Tanzi, enseignant à Harvard, directeur de l'unité de recherche sur la génétique du vieillissement au Massachusetts General Hospital, les variants génétiques qui nous attribuent une caractéristique inexorable. Des yeux verts, la peau blanche, les cheveux roux, le nez retroussé, ils sont ultra minoritaires chez l'être humain. Chez nous, ça ne serait pas moins de 95% de nos gènes dont l'expression dépendrait de notre environnement et de nos comportements. Depuis ceux qui déterminent nos formes physiques jusqu'à ceux qui influencent nos états intérieurs et à tout point de vue. C'est pas un chou de l'histoire, ça? 95%. Et c'est pas un petit gars ici, c'est Rudolf Tanzi. Non mais, et on retrouve ce que disait ce matin, ceux qui étaient là, le spécialiste du sport, qui disait ouais, la méditation, les machins, les trucs, c'est bien, mais vous en faites une semaine, il n'y a pas grand-chose, 3 mois, quasiment rien. C'est du très long terme. Et là-dedans, il y a un autre passage qui m'avait marqué, il y en a plein. Hein. Et il parle d'ailleurs beaucoup des... C'est la théorie des 2 événements bien repérés dans le cas des cancers. Hein, un premier événement traumatique, qu'on a là, mais en fait qui en réveille un deuxième, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. On parle beaucoup de ça, mais ce qui m'intéressait, c'était cette phrase sur la répétition. Si je la retrouve tout à l'heure, je vous dirai. C'est l'idée que c'est, voilà, qu'elle soit néfaste ou bénéfique, c'est la répétition des comportements et la régularité de certaines habitudes qui stabilisent la variation de l'expression de nos gènes. Voilà. Ça veut dire que pour motiver des gens qui ne vont pas bien, c'est pas mal. C'est Joël de Roulet qui dit ça à ce moment-là. Voilà. Donc quelques éléments comme ça. Vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut passer en individuel rapidement, ou qu'est-ce qu'on fait comme anamnèse? Comment est-ce que vous voyez le truc? Sur justement les chocs traumatiques physiques, ouais. Éventuellement mental ou pas mental. Déjà, ça veut dire quoi un choc traumatique? Alors, par exemple, les femmes, l'accouchement, c'est difficile, douloureux. Aucune femme ne ferait un deuxième enfant, en théorie. Et pourtant, quand c'est naturel, c'est comme si la douleur ne marquait pas le corps, en fait. Une femme va se souvenir de son accouchement, mais elle ne va pas se souvenir de chaque instant de douleur. Oui. Et elle sera capable de refaire un autre enfant. Tandis que quelqu'un qui chute ou qui a un accident de voiture, etc., va rester marqué. Parce que pas toujours. Mentalement, oui. Parce que mentalement, ça s'incruste.
C'est la joie de donner. Alors, c'est quoi votre question? Non, c'était un exemple de quelque chose qui est douloureux mais naturel, Oui, déjà. et quelque chose qui est douloureux et sur lequel on va mettre plein d'interprétations, de pensées, de culpabilité, etc. Alors, il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Alors, déjà, sur l'accouchement, c'est intéressant. À ma connaissance, on a trouvé un document d'Hippocrate qui parle de l'accouchement, où il n'y a pas du tout le mot douleur. Et dans la deuxième partie de ce document, dans les accouchements particuliers, le mot douleur est prononcé plusieurs fois. Il y a un médecin anglais dont je pourrais retrouver le mot parce que c'est un des éléments que je donne dans la préparation à la naissance. Moi, je change le vocabulaire. Ce n'est pas un accouchement, c'est une naissance. Ce médecin anglais qui raconte, c'est le début du XXe siècle, il est dans la banlieue de Londres, et dans l'East End, un endroit qui est un peu glauque, etc., il est appelé pour aider une femme à donner naissance. Et à l'époque, c'était du chloroforme, un chiffon, et il arrive, et voilà la dame, un truc un peu un taudis. Elle lui dit « Non, vous ne touchez pas ». Enfin, j'imagine que c'était plutôt du « don't touch me », enfin, je sais pas quoi. Et puis, donc il la regarde, et la femme accouche sans un bruit. Il est sidéré, ce jeune médecin. Il dit à la fin, vous n'avez pas eu mal? Je peux vous le retrouver, je l'ai dans les trucs que je donne dans ce moment-là. Et la femme répond, bah non, pourquoi j'aurais dû? Excellent. Pas pour moi. Parce qu'il y a quand même un crétin, j'aime bien, qui a écrit des trucs en disant, tu accoucheras dans la douleur. Et pourquoi? Et pourquoi? D'accord? Il y en a un autre qui s'appelle Saint Augustin, qui a inventé le concept de péché originel. Nous naissons et on porte sur les épaules le poids d'un mec qui a croqué une pomme. Et si on réfléchit bien, à toutes ces choses-là, la perméabilité, la porosité de notre société à la culpabilité, elle est énorme. Vous allez en Afrique, il y a énormément de femmes qui accouchent, entre guillemets, assez facilement. Il y a une espèce d'énorme appréhension dans les composantes de la douleur, la peur de la douleur, la trace de peur, elle est forte. C'est un premier élément là-dessus. Deuxième chose par rapport à ce que vous dites sur l'accident de voiture, d'accord, où je suis à pied, ben là je suis pris dans une sidération, j'ai peur de mourir. Souvent. Mais il y a des gens qui ont des accidents, ça ne se transforme pas en grand stress derrière. Ça va dépendre. Ça va dépendre de ce qui se passe à ce moment-là. Moi, je prétends même qu'on pourrait avoir une sidération avec un effet plutôt positif. Si vous regardez, par exemple, toute la mythologie bouddhiste, par exemple, lors des phases d'éveil, il y a souvent quelqu'un qui est dans un endroit qui est bien, etc. Puis tout d'un coup, il est frappé par un truc. Et on pourrait comparer une espèce de sidération. Oh, c'est beau, c'est machin. Poum, un truc positif vient en lui, et une espèce de recomposition rapide, c'est plus les mêmes. Et je parle du bouddhisme, mais c'est pareil dans toutes les religions. Regardez par exemple ce que ça peut faire. J'ai pas trouvé d'études là-dessus, je ne sais pas si on a été faite, mais une sidération positive, vous arrivez chez vous, et avec un copain, votre épouse, votre époux, etc. Vous ouvrez, putain, c'est tout noir, tout d'un coup, la lumière s'ouvre. Je vois l'hiver, c'est tous vos potes qui sont là. Intellectuellement, je pense qu'il pourrait y avoir une espèce de choc émotionnel, ambiance super positive d'amour qui pourrait peut-être faire un espèce de reset. Sincèrement, hein. On pourrait faire un truc comme ça, créer des thérapies. Ouais. J'avais une question. J'avais lu quelque chose, je ne sais plus comment s'appelait la méthode, si c'est la linothérapie. On utilisait les mouvements du corps, donc les gens commençaient à trembler, ils se mettaient par terre, ils commençaient à secouer leurs membres, à trembler pour libérer justement ces tensions. Ça vous dit rien? Non, mais il y a énormément de méthodes sur cette base-là. Hein. Plein. Moi, je trouve, grosso modo, celui qui prétend avoir la bonne méthode, ce que j'ai fait, ça me fait rire, quoi. Avoir la bonne méthode, c'est celle qui vous fait du bien. Mais je constate qu'il y a énormément de méthodes à travers le toucher, d'accord, beaucoup. D'autres qui sont à travers des éléments où il y a quelque chose qui sort.
Qu'est-ce qu'elle dit de la danse? Comme la danse, Le week-end dernier, j'ai organisé un samedi et un dimanche, ça s'appelait Einothérapie et danse-thérapie. Et c'était remettre le corps en mouvement. C'était le sous-titre. Mais c'était l'idée de sortir de l'illusion que je vais remettre le corps en mouvement, c'est se laisser remettre le corps en mouvement par l'environnement. Et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure sur les enfants est juste aussi là-dessus. Hein. Vous mettez des enfants de 2 à 4 ans, des peaux rouges, des asiatiques, des noirs, des blancs, là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tous jouer ensemble. Voilà, ce que j'appelle l'effet balou. Vous mettez des adultes de 25 ou 30 ans, vous mettez de la musique là, et chacun va être coinceau, ça. C'est difficile pour les gens de se laisser spontanément. Et c'est exactement ça, en tout cas pour moi. Après, ça peut être beaucoup, je simplifie, et ça peut être beaucoup plus profond. D'accord? Peut-être demain avec la notion d'auto-hypnose ou d'hétéro-hypnose, on ira peut-être plus loin dans le questionnement, parce que dans tout ce qui est lié à l'épigénétique, etc., il y a des choses, on peut faire beaucoup de ponts. Ah, ça c'est intéressant dans l'anamnèse de savoir poser quelques questions. Pour être intéressante, notamment dans la liaison avec les gens qui contrôlent beaucoup, les gens qui ont des comportements où il y a visiblement beaucoup de peur. Mais ce qui est très très intéressant, par exemple, c'est par rapport à des gens qui ont de fortes migraines, souvent, pas toujours, hein, mais souvent, si on leur propose d'arrêter soit de lutter, chier, machin, donc de l'iprane, etc., ou de penser à autre chose. Il pense à autre chose, il va faire du sport, tu cuisines, tu mets de la musique, mais simplement de s'installer dans le calme, dans l'observation de cette migraine, sensorielle. De sentir que c'est quelque chose qui arrive, sans doute parce que mon cerveau, pas toujours, hein, mais quelque part il ressent comme une forme d'agression. C'est une réponse. Et de laisser faire. Et bien vous pouvez voir des gens, hein, au bout d'un certain temps, ils n'ont presque plus de migraine. Alors évidemment, il faut d'abord vérifier en amont qu'il n'y a pas de problèmes médicaux, c'est pas. Évidemment, hein, évidemment, c'est toujours super important d'arriver après les examens médicaux. Hein. Mais il y en a plein des gens qui vous disent j'ai vérifié, il n'y a rien, laissez faire. Les acouphènes aussi. Oui, les acouphènes, ça peut être j'étais à côté d'un tromblon, quelqu'un a tiré, il s'est déchiré, ça s'est déchiré. Mais c'est pareil, ça peut être ce que nous on appelle un grabouillis. Un grabouillis. Une manifestation du système nerveux autonome qui nous dit que. Est-ce que tu travailles avec les enfants? Oui. Il y a un âge ou non? Non, il n'y a pas d'âge, mais quand les parents viennent pour des enfants, donc déjà je définis c'est quoi un enfant, Ouais, quel âge, d'accord? Et puis après, ça va dépendre. Un tout petit bébé, par exemple, j'en ai eu qu'une fois. Ça c'est super. Parce que le tout petit bébé, il absorbe tout, ses neurones miroirs fonctionnent à fond. Donc si vous occupez de la maman qui a le bébé dans les bras, il y a très très grande chance que ça allume. Tu t'occupes de la maman qui a le bébé. Ouais, enfin, c'est géré avec une fois, donc je ne peux pas parler. Sinon les tout petits, bah, vous voyez, vous faites ce que vous pouvez, etc. Mais soit l'enfant il aura subi quelque chose de très particulier, hein, qui avait senti du chlore, je sais pas, dans la maison, la tournée par terre, un truc comme ça. Sinon, bien souvent, les enfants, ce sont des miroirs de l'ambiance parentale. Hein. Donc c'est intéressant pour moi de faire des trucs sur l'enfant, mais de façon pédagogique, de beaucoup expliquer, parler pour que les parents les entendent, et que quelque part, on puisse amener les parents, sans les culpabiliser. Voilà. On travaille avec les parents et les enfants? Parfois oui, un truc très simple, hein, vous les allongez, vous mettez par exemple, vous mettez dans un état de lâcher de contrôle, pour baisser la prééminence du cerveau, côte à côte, puis vous laissez s'installer l'enfant dans sa place d'enfant. Le père ou la mère dans sa place de père ou de mère, puis vous jouez, vous mettez les bols par exemple sur le ventre, puisqu'on ressent bien les sensations, les trucs, les machins, vous laissez monter, il peut se créer des choses étonnantes.
très étonnante dans laisser le corps s'exprimer. Et avec tous ces éléments-là, vous avez des sons, vous avez des sensations intérieures, vous le posez là, il y a une espèce de jeu. Vous avez beaucoup de gens qui viennent vous dire il faut que je travaille sur tel truc. Et j'aime bien rappeler que le mot travail, pour beaucoup de linguistes, il vient du latin tripalium. Tripalium, c'est un trépied, un engin de torture. Pourquoi il faudrait en chier pour aller bien? C'est vrai. Je remarque qu'il y a quand même beaucoup de gens dans leur vie qui ont des moments de vie très difficiles et puis qui vous disent après, ma vie a changé. D'accord? Comme s'il y avait eu quelque chose, un avant, un après. Ben moi je prétends, parce que je suis quelqu'un de prétentieux, qu'on n'est pas obligé de subir une épreuve comme ça pour aller mieux. À un moment donné. Mais ça demande une capacité de regarder les choses comme elles sont. C'est comme ça. J'ai plus beaucoup de cheveux, ben, c'est comme ça. Faut pas me martyriser tous les jours. Mais tu peux pas changer tes gènes pour les faire repousser. T'as essayé? J'ai vu que, a priori, c'était un excès de testostérone qui entraînait ça. Du coup, je trouve que j'ai trop de cheveux. Non, il y a des choses, je pense que ça peut paraître des invariants génétiques. Hein. Peut-être ça a été accentué à un moment donné. Pour revenir aux enfants, de toute façon, tu utilises la parole, donc ce sont des enfants qui savent forcément parler. Oui, oui. Je veux dire, le tout petit bébé, tu étais un petit peu... Est-ce que c'était pas plutôt un alibi pour que la mère vienne et travaille sur elle? Peut-être, mais je ne cherche pas à comprendre. Oui. Je prends Parce les trucs que comme elles sont. si tu travailles, puisque tu travailles avec des mots aussi, puisque tu travailles avec des mots, Oui, le bébé il ne comprend pas les paroles. non, mais tu mets un état de vraiment lâcher le contrôle. C'est vraiment, c'est vraiment ça. Laisser l'intelligence du corps. Mais derrière tout ça, il y a plein de choses. Hein. Juste pour finir, pour ceux que ça intéresse, je ne sais pas si vous avez vu dans le petit truc qu'on a fait ensemble, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc, rien. Peut-être certains sont aperçus que sans penser à l'événement traumatique, il y a eu des tas de réactions. Ce qui peut être étonnant. D'accord? Ensuite, j'ai proposé au corps de remettre en route quelque chose qui s'est arrêté avec la sidération. J'ai parlé de traces d'ambiance, hein, avec cette idée que la peau est très sensible à l'ambiance. C'est peut-être que j'ai absorbé une ambiance très mauvaise à ce moment-là. Je n'ai pas le détail, ça m'intéresse, mais j'ai parlé rapidement de ce qui a pu être absorbé, avalé des autres personnes présentes. Typiquement, vous avez par exemple, vous êtes victime d'agression. D'accord? Eh bien, notre conviction en lignothérapie, c'est que les neurones miroirs s'activent. D'accord? Je suis dans la rue, je me fais frapper, bam, bam, bam. En voyant la personne qui me frappe, mon cerveau frappe. D'accord? C'est-à-dire que si je vous regarde et que je lève ma main droite, vous ne faites rien. Et votre cerveau, pour percevoir que ma main droite se lève, elle se lève. D'accord? Et donc, quelque part, on absorbe des tas de choses. Et moi, je l'ai vu une fois ou deux, par exemple, avec des femmes battues. C'est quand même étonnant de voir qu'il y a des gens qui se font taper par leur conjoint, relativement régulièrement, mais qui restent. Et elle me dit, je suis bloqué. Et si vous expliquez un petit peu, sans trop en dire, cette histoire-là, que le corps fait la même chose et que vous les laissez s'installer dans « je suis violent », je frappe les autres, seriez étonné par les réactions. Donc c'est intéressant aussi quand on travaille un traumatisme, pour moi, d'installer le corps dans les tensions qu'il a peut-être absorbées de l'extérieur. Voilà. Et un enfant, pour moi par exemple, absorbe beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On peut avoir peur de soi-même comme ça. Je reste là parce que peut-être quelque part j'ai peur de moi parce que je peux frapper les autres. Ou c'est totalement involontaire. Cette notion de neurone miroir, pour moi, elle est très importante. J'ai parlé de cette impression que j'y suis pour quelque chose. Et pour certains d'entre vous, ça a beaucoup monté ce que visuellement était en train de se passer. Quand je propose au corps de réagir à cette impression, ce sentiment que c'est de ma faute ou que je suis pour quelque chose,
c'est une façon détournée de ne pas dire le mot. Culpabilité. Pardon? Culpabilité. Tout à fait. Voilà. Très souvent, il m'arrive un truc, c'est un peu de ma faute. Ben ouais, ce soir-là, je suis sorti avec une jupe. Putain, c'est un peu con. C'est sûr que là, si j'avais pas vu, il ne serait rien arrivé. Putain, j'avais pas envie de sortir ce soir-là, qu'est-ce qui m'a pris? Et notre cerveau, il va toujours, enfin pas toujours, mais souvent, partir en boucle là-dedans. Donc c'est très intéressant pour moi, systématiquement, d'aller fouiller un peu du côté de la culpabilité. Vous demandez à un enfant de 4-5 ans, faites l'expérience, c'est rigolo. Ah, elle n'était pas là ta maîtresse aujourd'hui. Vous avez une bonne probabilité qu'ils vous disent, ouais, j'ai dû faire un truc qui n'est pas bien, c'était de ma faute. C'est marrant. Enfin, Quand l'enfant qui se fait mal, il dit je suis méchant. Tout à fait. Tout à fait. Les enfants qui pètent un plomb, après je suis une mauvaise personne. De toute façon, je suis nul. Et là, on n'est pas du tout dans le jugement. On n'est pas dans le jugement. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça veut dire que on peut aller soi-même travailler ça en auto-hypnose. Et puis j'ai fini. Je suis obligé de rester très général. Après, en particulier, c'est beaucoup plus simple. Et de voir voilà, si ça ne va pas réouvrir des choses anciennes. Et dans les choses anciennes, ça serait un autre sujet, on peut aller pour moi vers du transgénérationnel biologique. D'accord? C'est-à-dire que voir cette idée qu'il y a des traces biologiques des éléments de ma famille en moi. Comment? Qu'est-ce que vous avez vu ce matin? Avec Elodie. Vous avez vu quoi? T'avais qu'à venir. Parce qu'il y a des croyances. Non, mais c'est parce qu'il y a des croyances. Il peut y avoir des croyances, et puis il y a des faits biologiques. D'accord? Moi, j'ai mes croyances, comme tout le monde. D'accord? Quand tu dis fait biologique, c'est quoi? À la génétique ou Ouais, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Et ce qui est intéressant, indépendamment des thérapeutes. et ce qui est intéressant en hypnothérapie, donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais einai, eino, ça vient du grec être, d'accord? Et thérapeute, c'est serviteur. C'est être son propre serviteur, d'accord? Et on n'est pas très nombreux encore, mais on est pas mal à faire des recherches. Des recherches. Qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre, il y a des réactions quand on fait ça et ça. Et souvent, on trouve les trucs après avoir vu ce qui se passe de bizarre. C'est pour ça que nous, on ne soigne rien, on ne fait rien. On dit vraiment, ça fonctionnera peut-être pas. Mais moi, je suis sur le cul. Hein. Vous avez des résultats souvent très très surprenants. Surtout quand vous avez cette idée de « je ne sais pas, je fais et je verrai bien ». Et je ne suis surtout pas dans la volonté, la niaque, il faut. D'accord? Parce que je rajoute une tension, un corps qui est déjà tendu. D'accord? Je laisse faire et puis on verra. Et quand vous avez des gens qui sont en particulier dans du mal-être depuis très longtemps, ils viennent nous voir, j'ai tout essayé, machin, ça ne marche pas. Là, c'est intéressant. Là, c'est intéressant parce qu'ils n'ont pas l'envie forte d'avancer. Ils sont prêts à expliquer 2-3 trucs. Parfois, oui. On va arrêter là, non? Merci.